Bien, bonjour à tout le monde. Donc, comme l'a précisé Madame Pellegrin, donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu que dans le cas de la maladie, il y a la possibilité de faire des activités physiques, mais à savoir lesquelles et comment. Donc, c'est un petit peu le but de cette présentation-là. Alors, on va partir d'un constat au début un petit peu général sur le fait que cette pathologie, il y a des signes moteurs qui la caractérisent et il y a aussi des signes non moteurs. Parmi ces signes moteurs, il y a ce qu'on appelle, nous, l'akinésie. On va détailler ce que c'est qu'après cette akinésie, qui peut être source un petit peu de perte d'autonomie. Il y a aussi un autre signe moteur assez flagrant, c'est la tendance à ce que le poids du corps fléchisse en avant, qui peut être celui-ci source de risque de chute. Et ces signes sont bien souvent plus présents d'un côté que de l'autre. L'akinésie dont on parlait se manifeste en fait par une certaine lenteur à réaliser les mouvements, par le fait d'avoir une difficulté à réaliser donc des gestes vifs répétitifs, des difficultés de coordination, faire donc deux tâches à la fois. Ça se caractérise aussi par une réduction de l'amplitude des mouvements, et tout ça se démontre notamment dans les capacités de marche. On retrouve aussi dans l'équilibre, dans l'adresse. Parmi les signes non moteurs viennent s'inscrire ce qu'on appelle nous les troubles cognitifs, qui peuvent être de deux sortes. Troubles cognitifs, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, la perte des capacités de coordination, c'est-à-dire les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à élaborer un mouvement, à le planifier, à le contrôler. Ceci peut être parfois défaillant. Et aussi, vient s'ajouter parfois des troubles de mémoire. Tout ça pour vous expliquer que, par rapport à tous ces signes-là, moteurs et non moteurs, il peut y avoir un risque. Le risque, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle, nous, un cercle vicieux, c'est-à-dire un engrenage négatif de déconditionnement à l'effort. C'est-à-dire que, quand on parle de déconditionnement à l'effort, c'est que le corps perd en capacité physique, en termes de force, en termes de souplesse, en termes d'endurance. Et tout ça, c'est un cercle vicieux du fait qu'au départ, il y a un risque de chute plus ou moins marqué. Le fait qu'il y ait ce risque de chute-là, les personnes peuvent avoir une certaine peur, une certaine crainte, donc de chuter. Et ont tendance, de ce fait, à réduire leur niveau d'activité physique. Ont tendance à beaucoup plus s'isoler de peur de chuter. Et en réduisant du coup le niveau d'activité physique, les personnes perdent du coup en capacité motrice, en termes de force, puisque mes muscles ne sont plus sollicités, donc je perds de la force. Puisque je ne prends plus l'habitude de marcher, je perds en endurance. Je ne fais plus d'exercice, je suis beaucoup plus raide. Et tout ça fait qu'en fait, j'augmente mon risque de chute, sans forcément s'en rendre compte au départ. Mais c'est pour ça que nous on parle d'engrenage négatif. Puisque j'ai moins de force dans les jambes, j'ai moins d'équilibre. Puisque j'ai moins d'équilibre, mon risque de chute est agrandi. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu ce risque-là. Bien entendu, comme on dit, il est important de savoir se reposer, mais à court terme. Puisque le repos à court terme est important pour pouvoir mieux récupérer, donc réduire les symptômes. Mais par contre, si ce repos est à trop long terme, à ce moment-là, c'est l'effet inverse, les symptômes augmentent. Et nous, c'est ce vers quoi on va essayer d'aller, d'éviter ce cercle vicieux. Donc l'objectif, en termes d'activité physique, nous, l'objectif que l'on propose dans les activités, des programmes de séjour spécifiques que l'on propose au terme, c'est d'essayer de reconditionner la personne à l'effort, de rompre avec ce cercle négatif et se réapproprier une activité physique. Donc, travailler en fait sur deux pôles, parce qu'il y a l'activité physique, certes, qui vous fait travailler le côté physique, comme c'est dit, mais il y a aussi l'aspect psychologique et social derrière qui est très important. Et on l'a vu tout à l'heure, pourquoi je fais bien souvent moins d'activité physique, parce qu'il y a l'aspect psychologique qui fait que j'ai peur. Et de cette crainte, du coup, je fais moins. Donc nous, on va jouer un peu sur ces deux pôles-là. Le but étant à la fin que la personne reprenne une activité de manière beaucoup plus régulière et diminue par conséquent le risque de chute. De ce fait-là, on peut décliner en fait nos objectifs en termes d'activité physique adaptée sous 5 dimensions. Il va y avoir la marche qui va être très importante à travailler. Il va y avoir l'équilibre aussi. On a dit tout à l'heure la difficulté à faire deux tâches à la fois, donc faire travailler tout ce qui est coordination motrice et adresse. Le quatrième objectif, ça doit être de travailler tout ce qui est souplesse, et notamment du haut du corps. On a dit tout à l'heure, il y a une tendance à la flexion du poids du corps vers l'avant. Donc ça, au contraire, il va falloir essayer de l'éviter, mais faire en sorte que la personne essaie de s'auto-grandir. Et enfin, comme on l'a dit, il y a l'importance aussi d'éprouver du plaisir à pratiquer et d'entretenir ce lien social, puisque avec l'activité physique, c'est le moyen aussi de partager des activités avec d'autres personnes. Et ça, c'est aussi important en termes de motivation à faire quelque chose. En termes donc de premier objectif, l'entretien de la marche. Alors, celui-ci, il est important, et on va voir après, par exemple, avec l'activité marche nordique, en quoi ça peut consister.
L'idée, c'est une personne atteinte de maladie Parkinson a tendance, on a dit, à réduire l'amplitude de ses mouvements, et donc réduire l'amplitude de marche. On fait des pas beaucoup plus petits. Et nous, on veut essayer d'aller à l'encontre de ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va proposer aux personnes, par exemple, de faire traverser la salle, comme elle a l'habitude de faire, sans proposer quoi que ce soit comme consigne. Et suite à ça, mettre, par exemple, des lattes au sol, de lumière, de couleur, et dire à la personne, à chaque fois, vous devez disposer votre pied suite à la latte. Et au fur et à mesure, agrandir l'espace entre les lattes. Et indirectement, cela amène la personne à faire des beaucoup plus grands pas que ce qu'elle a l'habitude de faire. Et donc l'idée, voilà, c'est amener la personne à augmenter l'amplitude du mouvement. Puisque, comme on le sait, plus on a les pieds écartés, meilleur est son équilibre. Plus par contre on va rapprocher les pieds, moins bon sera l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller à l'encontre de cette tendance où la personne réduit l'amplitude du pas. Il y a aussi d'autres petites stratégies, ce qu'on appelle les stratégies de cueing. C'est l'utilisation en fait de repères qui peuvent permettre de diminuer le coût attentionnel de la marche. Parce que quand on marche, il y a énormément de choses à penser. Surtout pour le sujet atteint de la maladie Parkinson, puisqu'il y a, on a dit, la réduction de l'amplitude des pas, il y a le balancier du bras qui est moindre, voire nul. Donc tout ça, il faut essayer de faciliter la pensée à tout ça. Par exemple, une personne qui bloque, donc qui a les pieds qui se rapprochent et qui même reste statique, on peut lui proposer d'imaginer, quand elle marche, d'imaginer qu'il y a toujours des marches d'escalier à monter. Parce que face à un escalier, la personne parkinsonienne ne bloque jamais. Par contre, au sol, marcher au sol, la personne peut bloquer. Parce que dans un escalier, il y a une incitation visuelle qui fait que je sais que si je veux monter la marche, je suis obligé de lever le genou. Si je ne lève pas le genou, c'est impossible de faire un grand pas. D'accord ? Donc là, le fait d'avoir cette image de l'escalier, ça m'oblige à lever le genou, donc faire un plus grand pas. Il y a d'autres personnes, peut-être Sophie va en parler tout à l'heure en ergothérapie, c'est comme les personnes qui ont une béquille, mettre une latte plastique en bas de la béquille. À chaque fois que je touche cette latte, je sais que mon pas n'est pas assez élevé. Donc, il faut que j'essaie de surélever. Ce sont des petites stratégies que vous pouvez rajouter donc, pour faciliter cette activité de marche. Il y a aussi le fait que, comme on a dit, la marche, c'est avant tout, je lève le genou, je pose le pied loin devant, je fais des grands pas, mais il y a aussi l'histoire du bras, le balancier du bras. Et ce balancier, il est très important, que ce soit en termes de rythme de marche et en termes d'équilibre. Puisque si je balance bien à chaque fois le bras opposé avec la jambe qui avance, j'ai des meilleures conditions d'équilibre par rapport au fait que je n'utilise pas mon bras bien souvent au cours de la marche. En termes d'équilibre, donc là, l'équilibre, en fait, c'est un très grand domaine. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Et nous, on peut le faire travailler de diverses manières, que ce soit sur place, sur deux pieds, sur un pied, en déplacement. Donc soit l'équilibre statique, soit l'équilibre dynamique, que l'on appelle. Et il y a plusieurs moyens essentiels à mettre en œuvre pour faciliter cet équilibre. C'est par exemple le regard. Il faut toujours penser à essayer de fixer un point et le fixer notamment le plus loin possible devant soi pour maintenir l'équilibre. On peut très bien fixer un point au sol, sauf qu'à fixer au sol, ça entraîne le poids du corps vers l'avant. Et on a dit tout à l'heure, il y a une tendance à fléchir vers l'avant. Donc ça, il faut l'éviter. Donc essayez plutôt de regarder au loin devant pour essayer de vous redresser. Il y a aussi l'histoire de l'écart des pieds, statique ou en déplacement. Il faut toujours que j'essaye d'agrandir le pas, l'écart entre les pieds. Il y a aussi la notion d'utilisation du bras opposé, pareil dans la marche ou de manière statique. Lui, ce bras opposé, il a toujours pour faire la compensation, pour faire le contrepoids. Et il y a aussi la notion très importante de renforcement musculaire. On a dit tout à l'heure, une perte de force musculaire dans les jambes va dans le sens d'un risque de chute qui est augmenté. Et donc quand on travaille l'équilibre, il est aussi tout aussi important de faire travailler musculairement, notamment le travail au niveau des membres inférieurs, des quadriceps, des cuisses. Le travail de coordination dont on a parlé, c'est faire deux choses à la fois en même temps. C'est par exemple vous demander, en élevant la jambe droite, d'élever le bras gauche, et en élevant la jambe gauche, d'élever le bras droit. Donc ça incite la personne à penser à deux choses à la fois, et c'est toujours travailler dans l'idée, par exemple, comme on a dit, de l'équilibre. Autre objectif, on en a parlé juste avant, c'est cette histoire d'autograndissement, la tendance à ce que le poids du corps fléchisse en avant. Ça, c'est typique du sujet parkinsonien. On a tendance à ce que les muscles de devant prennent le dessus sur les muscles arrière, parce que les muscles arrière perdent en force musculaire. Du coup, le poids du corps est beaucoup moins maintenu par ces muscles-là. Donc, a tendance à fléchir vers l'avant. Et ça, c'est très important d'essayer de le corriger. On peut le corriger, par exemple, en faisant des exercices, comme on appelle nous, de mouvement en ouverture de la cage thoracique, c'est-à-dire, par exemple, vous demandez d'ouvrir les bras comme ceci,
vos omoplates, en fait, vous sentez qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Ça veut dire que vos muscles travaillent. D'accord ? Ceci, on va le voir dans le cadre, par exemple, de l'activité marche nordique, c'est tout aussi travaillé. L'idée là derrière, c'est certes redresser le buste, mais c'est aussi avoir une incidence sur votre équilibre. On l'a dit, si je fléchis vers l'avant, le poids du corps étant entraîné vers l'avant, le risque de chute peut être augmenté. La dernière chose, comme on a dit, c'est important aussi de pouvoir éprouver du plaisir à pratiquer une activité. C'est d'autant plus encourageant, d'autant plus motivant si je sais que je vais rencontrer d'autres personnes. Par exemple, nous, dans le cadre des activités du séjour spécifique, c'est notamment la dynamique de groupe, l'utilisation du groupe qui fait que ça motive à venir pratiquer. C'est par exemple l'utilisation aussi à la fois de partenaires, d'instruments, par exemple des cerceaux, des ballons. Tout ça, l'idée c'est donc d'inciter la personne à pratiquer. Et c'est un moyen aussi de communication avec les autres et rompre avec cet isolement social. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des activités qui sont conseillées et préconisées. Alors, je vous ai mis quelques activités là et qui sont référencées, c'est-à-dire que ce sont des activités pour lesquelles il y a eu des études de formalisées. La première activité qui est essentielle et qui est notre activité du quotidien, c'est la marche. Et là, je vais vous présenter une forme de marche, une forme de pratique qui est la marche nordique. Donc la marche nordique, c'est une marche effectuée avec 2 bâtons, d'accord ? Et cette activité-là, elle est très intéressante par rapport à la maladie de Parkinson, puisqu'il y a plusieurs avantages là derrière. Premier avantage de cette marche nordique, on a dit tout à l'heure, il y a une tendance à réduire le mouvement de balancier des bras. Or là, le fait d'avoir des bâtons dans les mains, ça incite à réutiliser ce balancier du bras. Sinon, à un moment donné, le bruit du bâton au sol va faire que vous en aurez marre de l'entendre et vous allez devoir réutiliser du coup votre balancier. Il y a aussi l'idée que le fait que je sollicite la partie haute du corps, je réduis du coup la fatigue engendrée sur la partie basse. Je ne travaille pas qu'avec mes 2 membres inférieurs, les 4 membres emmagasinent l'effort. Donc en termes de capacité à faire un effort, je peux tenir plus longtemps sur la durée, puisque je répartis l'effort sur les 4 membres et non seulement sur les 2 membres du bas. Donc ça entraîne aussi un travail plus harmonieux de tous les muscles du corps, et notamment le fait que la marche nordique incite à utiliser les bâtons, à les pousser vers l'arrière. Ça reprend l'exercice qu'on a dit tout à l'heure. Quand je pousse les bras vers l'arrière, j'ouvre ma cage thoracique, ce qui veut dire que mes muscles de l'arrière sont sollicités. Donc ça peut participer au maintien de la posture. Avantage aussi, c'est le fait d'utiliser les 4 membres en termes d'activité cardiovasculaire, elle est supérieure. Je peux faire travailler beaucoup plus mes capacités respiratoires par rapport à cette activité-là. En termes d'équilibre, il y a 2 appuis supplémentaires, qui sont les bâtons. Donc j'ai plus d'équilibre et surtout j'ai plus confiance en moi pour pratiquer. Et ça, tout à l'heure, on en a parlé. J'ai tendance parfois à éviter de faire parce que j'ai pas confiance, j'ai peur. Or là, le fait d'avoir les 2 bâtons, les 2 appuis supplémentaires, ça peut m'encourager plus facilement à faire. J'ai une meilleure confiance en moi. La coordination, elle est travaillée indirectement parce qu'on vous demande d'avancer le pied droit avec le bras gauche. Et en termes de déroulé du pas, le fait d'avoir une poussée du bâton des bras vers l'arrière, ça hisse beaucoup plus le poids du corps vers l'avant, donc m'encourage à faire des pas plus importants, plus grands. Donc en termes de déroulé du pas, c'est ce qui peut être aussi intéressant. Donc ça, c'est, on va dire, ma vision de la chose, empirique. Maintenant, il y a aussi des études aujourd'hui qui portent là-dessus. Cette étude-là que je vais vous présenter, les personnes, en fait, dans cette étude-là, étaient amenées à pratiquer la marche nordique 2 fois par semaine, pendant 6 semaines, à raison d'1 heure. Alors, par exemple, là, dans le cadre du programme de la cure spécifique, c'est ce que l'on fait, 1 heure de marche nordique. À savoir que dans l'heure de marche nordique, il y a des exercices d'échauffement, la marche, et des exercices d'étirement. Ce n'est pas forcément 1 heure de pratique effective de marche. Ce que ça a donné, première chose et très importante, c'est qu'il y a eu une excellente adhésion à tout ce protocole-là. La plupart des personnes sont venues pratiquer et ont continué à pratiquer jusqu'à la 6e semaine. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que c'est une activité ludique, sécuritaire et intéressante. Au bout des 6 semaines, ça c'est des petits tests qui ont été faits. En gros, les capacités de marche des personnes, elles ont été améliorées, et bien améliorées. Et du coup, la qualité de vie, le ressenti de la personne pour sa santé était elle aussi améliorée. Et 5 mois plus tard, ces effets-là avaient tendance à persister. Donc, ce qui laisse le dire en fait à l'auteur que cette activité-là, physique, elle est très importante, elle est bénéfique, elle est sécuritaire et elle est aussi ludique. Après, on a dit, ça c'est une forme de pratique de la marche. On va dire que ça va concerner essentiellement les personnes qui ont quand même un degré d'autonomie. Et après, il y a des personnes pour qui la marche est plus difficile, la peur accentuée de sortir,
et une fatigue qui fait que très vite je dois arrêter. Mais il y a quand même des activités qui peuvent se prêter à ça. C'est par exemple faire la marche mais sur des tapis. Les tapis de marche, ça peut être aussi intéressant pour ça. Là, il y avait une étude qui a été formalisée, 2 groupes de personnes. Un groupe de parkinsoniens à un stade modéré de la pathologie et un groupe de parkinsoniens à un stade beaucoup plus avancé de la pathologie. Et à ces personnes-là, il leur était demandé au départ de faire 10 mètres, là par exemple sur le tapis, faire 10 mètres. On chronométrait et on mesurait l'amplitude des pas. Ensuite, la personne faisait 20 minutes de marche sur un tapis roulant. Et suite à ces 20 minutes-là, on lui disait de refaire le même test de 10 mètres de marche au sol. Qu'est-ce que ça a amené à faire? Déjà, sur le tapis roulant, les personnes à un stade avancé, elles ont eu tendance à réduire la cadence des pas, c'est-à-dire qu'elles faisaient moins de pas. Donc forcément, la longueur du pas a été améliorée. Notamment parce qu'il y a cette histoire de système mécanique qui fait que, pour suivre le rythme, je suis presque obligé de faire des plus grands pas. Donc il y a cette incitation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les 2 groupes, quand on leur a demandé de refaire ensuite les tests de 10 mètres au sol, eh bien on trouvait que la vitesse de marche, elle avait été améliorée. L'amplitude de marche a été améliorée par rapport au premier test qui avait été fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tapis de marche, l'incitation du tapis de marche qu'il y avait eu, a été répercutée sur la marche de la personne quand elle est revenue au sol. Ce qui laisse dire en fait que ce tapis de marche, ça peut avoir un certain potentiel thérapeutique pour lutter contre donc, la réduction de l'amplitude des pas. Autre activité physique conseillée et de plus en plus étudiée, et un petit peu aussi originale, c'est le tango. Donc là, cette activité-là, pareil, nous on l'a mise en place dans notre cure spécifique, qui pour le moment aussi a des bons retours. Plusieurs niveaux de pathologie ont été étudiés, des niveaux de pathologie faibles à modérés et un niveau de pathologie plutôt sévère. L'intérêt de ces études, c'est de voir comment organiser en fait cette pratique. Est-ce qu'il vaut mieux la proposer de manière très intensive sur une courte durée, ou est-ce qu'il vaut mieux la proposer sur une longue durée à un rythme beaucoup plus facile d'acceptation en termes de fatigue? L'idée sur le premier protocole, qui était de 1 heure de pratique 2 fois par semaine pendant 10 semaines, suite à ça, les personnes ont enregistré une amélioration de leur équilibre de 8%, une amélioration de la distance de marche, une amélioration de la longueur du pas en marche arrière, parce qu'il n'y a pas que des déplacements avant, il y a aussi des déplacements latéraux, il y a des déplacements arrière dans cette activité-là. En termes d'humeur, il y a une bien meilleure amélioration et 80% des personnes ont adhéré à cette pratique-là. Ça, c'est un premier constat, donc qui est plutôt intéressant. Cette même pratique-là, elle a été proposée par contre 1h30, 5 fois par semaine pendant 2 semaines. Donc là, c'est en fait la même quantité de pratique que le premier protocole, mais distribuée de manière différente. Et là, par contre, l'équilibre était amélioré, certes, mais il n'y a pas eu d'amélioration bien significative de la distance et de la vitesse de marche. Et ça s'explique du fait que c'était tellement intensif, 5 fois par semaine pendant 1h30, qu'au final, les personnes étaient tellement fatigables qu'elles devaient stopper l'activité. Du coup, la quantité de pratique n'était pas aussi importante que ce qu'elle aurait être due. D'accord? Et du coup, on n'a pas eu de bonnes améliorations. Alors que l'autre, qui était plutôt une pratique régulière sur le temps, 10 semaines, et beaucoup plus écartée dans la semaine, de 2 fois par semaine, là, c'était beaucoup mieux accepté par les personnes. Donc, les bénéfices étaient escomptés. Et sur un niveau de pathologie sévère, ça a montré aussi quand même ses bénéfices, à raison d'1 heure 2 fois par semaine, pendant 10 semaines, amélioration d'équilibre, amélioration de distance de marche. Pour vous montrer la sévérité de la pathologie, les personnes elles marchaient 13 mètres au départ, et à la fin des 10 semaines, 21 mètres. Donc elle a presque doublé son périmètre de marche. De ce fait, la personne avait beaucoup plus confiance en elle, elle avait une qualité de vie qui a été améliorée, et ces gains-là ont continué 1 mois plus tard, parce qu'en fait, la personne, le fait d'avoir repris confiance en elle, a entrepris beaucoup plus d'activités. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect psychologique qui est très important dans cette pathologie-là. Et ce qui est intéressant au final dans cette activité tango, là c'est scientifique, c'est ce qu'on a vu, hein, il y a des preuves, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, tout à l'heure on a parlé de stratégie, d'aide extérieure. Et dans le tango, il y a de la musique, il y a la danse avec un partenaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça incite en fait au mouvement. Le partenaire amène à faire des plus grands pas, la musique donne un rythme, donne un tempo. Pareil, ça incite à tenir une certaine cadence dans le mouvement. Donc ça, c'est déjà très important. Et en plus de ça, dans la maladie Parkinson, on vous répète, faites pas des petits pas, montez le genou, faites des grands pas, et ainsi de suite. Sans cesse, on essaye de répéter ça pour la personne. Et indirectement, dans cette
dans cette activité-là, c'est inclus. C'est-à-dire que des techniques en gros de réhabilitation pour essayer de faire face au freezing, au blocage, sont inclus directement dans cette pratique, puisqu'il faut composer avec les pieds du partenaire, donc ça oblige à enjamber parfois le pied de l'autre, donc à faire élever le genou. Ça implique aussi à déplacer le poids du corps de droite à gauche et de gauche à droite. Donc quand il y a une personne qui bloque, on lui dit soit lever le genou pour redémarrer, soit on lui dit de se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche pour pouvoir repartir plus facilement. Et dans cette activité-là, indirectement, c'est impliqué. Et ça amène aussi à travailler, tout à l'heure on en a parlé, sur la mémoire. Le fait de focaliser son attention, sa concentration sur les pas, les 8 pas qu'il y a à faire, ça implique donc à la personne d'être concentrée, de mémoriser. Et ça, c'est aussi important. Donc c'est un certain climat un peu social favorable qui peut permettre du coup à la personne d'être encouragée au maintien d'une activité physique, tout en travaillant indirectement, sans trop s'en rendre compte. Il y a d'autres pratiques, par exemple le vélo, qui sont conseillées et étudiées. Il y a diverses formes de pratiques. Tout à l'heure, on va vous en parler sur une pratique originale qui est le tricycle. Mais ce vélo peut se pratiquer de manière différente. Ça peut être vélo d'appartement, ça peut être vélo extérieur, ça peut être vélo couché, tricycle, tandem, ou encore même vélo électrique. D'accord ? Là, ce que je vous présente, c'est en fait, c'est un peu une histoire de terrain au départ. Il y a eu deux expériences comme ça qui ont été rencontrées. Ce n'est pas du tout des études au départ. 2003 et 2005, ce sont en fait des constats de terrain. C'est-à-dire que par exemple pour 2003, il y avait une personne qui bloquait sur une bordure de route, on ne pouvait plus redémarrer. Et il s'est trouvé qu'il y a une personne en tandem qui passait. La personne lui a proposé de monter sur le tandem. Ils ont fait un bout de chemin ensemble. Et au final, la personne, pendant une semaine, elle n'a plus la sensation de Parkinson. Elle n'a plus la sensation de micrographie, de tendance à réduire l'amplitude de l'écriture. Donc ça, déjà, c'est un peu étonnant. Et en 2005, il y a eu ce même cas-là qui s'est présenté. 4 heures plus tard, après avoir fait l'activité tandem, la personne n'avait plus de tremblement des mains, alors que celui-ci c'était récurrent chez elle. Donc ils se sont dit, il y a peut-être un mécanisme là derrière qui est intéressant, qui est important. Donc ils ont essayé de l'étudier. Et ils ont mis en place, plutôt que de faire du tandem, ils ont mis en place un peu des exercices forcés sur vélo, dans le sens que le vélo, c'est le cas du vélo électrique aujourd'hui, il y a une assistance mécanique au mouvement. Et donc la personne, en gros, on l'a menée à pédaler à 30%, à un niveau de 30% supérieur à ses habitudes de pratique. Ceci, ça a conduit en fait à des résultats suivants. Au bout de 8 semaines, 35% d'amélioration en termes de tremblement. Donc ça, en fait, ça vient relier les constats de départ trouvés sur le terrain. Et en termes de difficulté de marche, les difficultés avaient tendance à être réduites. Et 12 semaines plus tard, ces effets-là avaient tendance à persister. Alors je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi, mais peut-être qu'il y a l'histoire de l'assistance mécanique derrière qui encourage le mouvement, qui peut avoir une incidence du coup sur les tremblements. Comme on a vu tout à l'heure le tapis de marche, l'incidence sur la longueur du pas. Donc l'auteur parlait de véritables remèdes, je ne sais pas si c'est un remède, mais ça peut être intéressant. Il y a d'autres activités qui aujourd'hui ne sont pas qui sont encore trop peu étudiées, mais qui je pense sont intéressantes dans cette pathologie-là, c'est l'activité aquatique, puisque dans l'eau, le poids du corps est emporté, ça facilite les mouvements, il y a une sensation de détente qui est procurée, une sensation de bien-être, et du coup, tout à l'heure, on a parlé d'amplitude du mouvement qui avait tendance à se réduire. Dans l'eau, au contraire, il y a cette sensation de portée qui peut faciliter l'utilisation des membres et donc agrandir le mouvement. Donc là, il y avait une étude qui a porté là-dessus, qui a montré une amélioration de l'équilibre. Et puis, on a parlé aussi de raideur, une certaine raideur du sujet parkinsonien. Donc là, en termes de pratique, les étirements sont très conseillés. Et parmi ces activités de lutte contre les raideurs et de sensation de détente, il y a l'activité par exemple Tai Chi. Alors nous, dans le cadre de la cure spécifique, on fait plutôt de Qigong, ça se rapproche. La seule différence, c'est que le Tai Chi, c'est ce qui est marqué en fin de conclusion, va s'orienter beaucoup plus sur les personnes qui sont à un niveau de départ de pathologie, qui sont encore très autonomes, parce que ça demande quand même une certaine posture, de rester longtemps debout, d'enregistrer une suite de mouvements, alors que le Qigong, lui, peut concerner les personnes qui sont en fauteuil, parce que ça peut être pratiqué directement assis. Quoi qu'il en soit, ces activités-là poursuivent le même objectif, c'est favoriser l'amélioration de l'équilibre, favoriser l'amélioration de la marche, la longueur du pas, l'humeur, parce qu'on va travailler sur le mouvement associé à la respiration, donc la détente à la fois, bien apprendre à respirer, fatiguer moins, d'accord ? Mais voilà, c'est une activité qui peut être tout aussi conseillée, comme je vous l'ai dit, donc le tai chi plutôt pour les sujets parkinsoniens,
au stade de départ et modérer la pathologie. Et si on a un stade plus avancé, aller beaucoup plus peut-être sur le Qigong qui peut être pratiqué de manière assise. Donc, en termes de conclusion à tout ça, l'idée pour moi, c'était de vous montrer que certes, il y a la pathologie, il y a le traitement médicamenteux que l'on connaît, mais à côté de ça, il y a d'autres, on va dire, thérapies. Et les activités physiques adaptées en font partie. C'est un troisième axe thérapeutique, on va dire, à explorer. Et qui n'est pas indissociable des axes médicamenteux et chirurgicaux, pour certains qui ont accès aux électrodes. Il faut voir que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'un sujet parkinsonien qui ne parle pas bien son traitement comme prévu va arriver en activité avec nous et ça va être très difficile de pouvoir faire quelque chose parce que la personne n'ayant pas pris son médicament correctement va être bloquée. Donc, blocage, nous, on ne peut pas faire travailler comme on le souhaite. De l'autre côté, une personne qui prend très bien ses médicaments, là-dessus, il est irréprochable, mais ne fait jamais d'activité physique. Les traitements auront un effet peut-être sur les tremblements, mais en termes de force musculaire, n'aura aucun effet. La personne elle va perdre sa force musculaire, malgré qu'elle continue à bien prendre son traitement, à un moment donné, les pertes d'équilibre seront très importantes, les forces aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en gros, tout ça c'est indissociable, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est important d'entrevoir, on va dire, tous ces axes-là ensemble. Voilà, j'en ai terminé sur ma présentation, et je vous remercie.